Bonjour, ravi de vous retrouver en plein soleil catalan. Fait un peu frais, le fond de l'air est frais, mais bien au soleil, c'est vraiment très agréable. Et je me suis dit que ce moment très agréable, on allait le partager pour faire un petit question-réponse. Petit question-réponse de rentrée, à partir de questions qui ont été collectées sur Facebook par mon ami Pierre Dufresne, qui nous fait la gentillesse de gérer dorénavant le Facebook de Régénère, c'est-à-dire c'est lui qui répond aux questions. Pierre, vous l'avez vu dans une vidéo qui avait été diffusée dans Terra Incognita. On a fait d'autres vidéos ensemble qui vont être diffusées aussi, vous allez le voir de plus en plus, et il co-participe, voire il est même à la base, même à la cheville ouvrière d'un projet magnifique qu'on a appelé Choisis la vie. Pour l'instant, c'est un peu le nom de code, qui est un projet qui verra le jour d'ici 2-3 mois maximum, qui est celui d'avoir une espèce de base encyclopédique vous permettant à chacun de faire des recherches tout azimut sur les questions de santé qui vous concernent ou qui concernent vos proches. D'une certaine manière, une sorte de bibliothèque alternative, hygiéniste, qui permettent de s'autonomiser. Parce que c'est le but de ces vidéos, c'est le but de ces questions-réponses. Vous le savez toujours, c'est pas de créer une nouvelle religion, c'est pas d'avancer de dogme en dogme, au contraire, c'est de faire que chacun de nous se pose des questions et il trouve des réponses. Et il trouve des réponses personnelles à partir des éléments généraux qui sont partagés ici. C'est tout le but. Et c'est pour ça que je me réjouis vraiment de quand je vais passer une heure comme ça avec vous, parce que je sais que c'est un moment où chacun d'entre nous a la possibilité de confronter ce qu'il croit être à ce qui est en réalité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment réfléchir, essayer de conceptualiser, mettre notre représentation du corps, des besoins fondamentaux de l'humain, le mettre à l'épreuve de l'expérience et se rendre compte, est-ce que notre modèle théorique est bon ou pas? Parce que je le précise toujours, on avance de modèle en modèle. On essaye de comprendre le vivant, mais le vivant, il est là. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez beaucoup apprécié, comme moi, les vidéos avec Éric Escoffier sur l'agriculture et l'humanité survivra-t-elle à l'agriculture, un titre un peu provocateur, parce que fondamentalement, on arrive à la conclusion suivante, on arrive à la conclusion que le vivant est parfait, et il n'y a pas plus efficace, plus soutenable, plus équilibré, plus rationnel que de copier le vivant, que de faire comme fait le vivant d'une certaine manière. Et au niveau de notre santé, c'est exactement la même chose. Pour le respecter, le vivant, pour l'accompagner, pour le soutenir, pour l'orchestrer, comme disait Eric, il faut le connaître. Il faut le connaître, et donc c'est tout le but de ces vidéos, c'est connaître le vivant un petit peu, connaître le vivant et savoir quels sont ses besoins. C'est uniquement ça, uniquement ça. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'on a reçu pas mal de messages cette semaine. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont commencé à recevoir les clés de la régénération et qui nous ont vraiment dit à quel point le contenu était de qualité. Alors merci, merci, merci. N'hésitez pas à nous envoyer ces messages, ça nous soutient. Parce que à côté de ça, il y a eu quelques petites critiques, bien sûr. Bon, ça, c'était prévisible, on va dire. Donc merci pour votre soutien, merci pour ceux surtout qui ont remarqué la qualité vidéo, parce qu'effectivement, Pierre Allaire, pour le coup, nous a fait une super qualité vidéo pour ces clés de la régénération. Donc j'étais vraiment très très content. En termes de petites annonces, qu'est-ce qu'on a comme petite annonce avant de commencer ces questions? Tout de suite. Si c'est confirmé, jeudi 1er février, on sera à Paris pour une grande fête conférence. Le lieu, on va vous le donner. Peut-être que quand cette vidéo sera diffusée déjà, le lieu sera indiqué donc sur le site Régénère à la rubrique stage et conférences, vous aurez le lieu exactement. On nous a trouvé une salle qu'on ne paye quasiment pas, c'est un cadeau magnifique que nous a fait quelqu'un de Paris. Vraiment, voilà, là où les salles parisiennes sont assez intouchables, on nous a trouvé une salle quasi gratuite qui peut accueillir 800 personnes. Donc comme il y a 800 personnes et que je pense que potentiellement on pourrait largement dépasser ce public-là, on va vous demander de vous inscrire. Même si ça ne sera pas payant, on va vous demander de vous inscrire, histoire d'être sûr que les gens qui font la route, s'il y en a qui viennent de loin, qui viennent de Belgique ou aussi quelque chose comme ça, soient sûrs d'avoir une place. Qu'on ne se retrouve pas comme il y a 4 ans ou 5 ans où il y avait la moitié des personnes qui étaient restées dehors parce que la salle avait dépassé sa jauge. On va essayer d'éviter ça. Donc ça sera une belle soirée. Jeudi 1er février, on vous donnera les horaires et le lieu exact dans quelques jours où, vu que j'enregistre cette vidéo un peu à l'avance, peut-être que quand vous la verrez, ça sera déjà. Vous allez sur le site Régénère, stage et conférence, et vous verrez exactement les conditions pour s'inscrire.
il va y avoir de la musique, il va y avoir une intervention de ma part, des questions-réponses, des temps d'échange. C'est pas encore écrit, on va voir, il y aura certainement deux ou trois personnes aussi qui m'accompagneront. Petite surprise, et puis on va fêter aussi comme ça les 7 ans de Régénère, les 7 ans des vidéos qui avaient commencé le 11 février 2011. Là on sera le 1er février 2018, ça fera quasiment 7 ans jour pour jour que les vidéos ont commencé. Ça sera une occasion de se réjouir tous ensemble du chemin parcouru, et puis voilà, de ce que l'on représente, vraiment de ce mouvement de prise de conscience, vraiment des capacités innées du vivant. Quelque part, on aurait pu appeler ça, là pour le coup on aurait fait secte, là on aurait fait plaisir à la Mivilude, mais on aurait pu appeler ça les amoureux du vivant. Les amoureux du vivant. Et quand tu es amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, tu cherches à le connaître. Connaître, la connaissance, c'est vraiment rentrer en relation intime avec la chose. On est des amoureux du vivant, qui cherchons à connaître le vivant, à l'aimer, à l'embrasser et à le comprendre. Et quand on comprend le vivant, puisqu'on l'aime, on n'a qu'une envie, c'est de satisfaire ses besoins. Et le vivant a des besoins. Et par exemple, se retrouver ensemble pour célébrer les 7 ans de Régénère, ça fait partie des besoins fondamentaux du vivant. Écouter de la bonne musique, danser ensemble, partager. Il y aura aussi la proposition de partager un repas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent à la conférence, ensuite on vous proposera de partager un pot commun, mais chacun amène sa petite bouteille de jus, ses fruits à partager, enfin ces petites préparations un peu sympas, en autonomie complète, et on partage, on met des grandes tables et on fait un buffet général où on va pouvoir se régaler et partager les uns avec les autres. Ça fait partie des besoins fondamentaux du vivant. Donc au niveau des annonces, il y avait ça. Les stages, on me demande toujours, les stages, pareil, vont être en ligne d'ici la fin de la semaine, normalement. En tout cas, ziotez bien le site Régénère à la page stages et conférences, parce que là, vous allez avoir l'annonce des stages de cette année. Je vous ai déjà donné les dates. Le seul qui soit assuré, parce qu'après on va voir peut-être pour octobre, mais c'est pas certain. Le seul qui soit assuré, c'est du 6 au 12 mai, inclus du côté de Miramont de Guyenne. Donc là, il y aura un stage 6 jours pour changer de vie. On l'appelait comme ça, enfin, c'est le stage général dans lequel je vous donne tout ce qui me semble être les clés de départ, la base, le kit minimal pour commencer à rentrer dans la secte des amoureux du vivant, d'une certaine manière, et expérimenter. Cette année, on va mettre vraiment l'accent sur l'expérimentation. Il y aura beaucoup de choses pratiques directement. Et puis les rencontres de la régénération, pareil, qui vont vous être annoncées, qui seront du 21 au 24 juin, à un jour près à peu près, pareil dans le même lieu, à Miramont de Guyenne. Au titre des annonces aussi, il y a un petit truc assez exceptionnel, assez particulier, là qui n'est pas du tout organisé par l'association Régénère, mais dont j'avais envie de vous parler. Au mois d'octobre dernier, il y a une amie d'un ami, ami d'ami, enfin bon, ça ne va pas vous changer grand-chose, qui est venue pour organiser chez nous, là où j'habite, ici, dans les Pyrénées-Orientales, dans mes montagnes, perdu dans mes montagnes catalanes, au fin fond de mes montagnes catalanes, un stage de ce qu'on appelle le bushcraft. Alors bushcraft, le terme peut paraître un petit peu barbare, on pourrait traduire ça par l'art des bois, l'art de vivre dans les bois. Et Yves et Claire, alors Yves qui est instructeur de bushcraft, Claire qui est instructeur, on va dire, d'art martial qu'on appelle le systéma. Tous les deux étaient venus pour organiser un stage en pleine nature. Donc le but c'est de se débrouiller en pleine nature, d'apprendre à faire du feu, d'apprendre à faire des abris, d'apprendre à collecter des plantes, d'apprendre à filtrer l'eau, enfin d'apprendre à s'adapter et s'autonomiser en milieu naturel. Tous les deux sont venus vraiment avec cette idée d'adaptation en tête. Et on a eu de belles discussions ensemble dans lesquelles ils me montraient à quel point l'adaptation était travaillée tout azimut dans ces stages-là qui nous demandent vraiment d'être mis au challenge dans des situations dans lesquelles nous ne sommes pas habitués à être. Et cette rencontre a été absolument merveilleuse. Vraiment, j'ai apprécié les deux personnes, j'ai apprécié ce qu'ils apportaient. On a beaucoup apprécié aussi ce qui a été échangé avec le groupe de personnes qui étaient présentes, à vivre comme ça, dehors, à dormir ensemble, en pleine nature. Ça a été magnifique. Et donc de là a émergé le projet en discutant avec Claire. Claire pensait au début que j'étais un gourou borné, et puis finalement en discutant, on s'est dit ouais, finalement t'es pas si obtus que ça et tout, c'est vraiment intéressant. Et donc a émergé l'idée de participer à ce qu'elle lance cette année, c'est-à-dire elle lance ce qu'on appelle une école d'autonomie. On aurait pu appeler ça aussi l'école d'adaptation. C'est-à-dire qu'elle a lancé le projet de proposer régulièrement des stages sur 2 ou 3 jours qui font travailler à chaque personne sa capacité à l'autonomie et à l'adaptation. Choses qui vont dans le sens exactement de ce qu'on propose à Régénère. Et donc,
on a évoqué ensemble et on est arrivé à la conclusion que ça serait bon que je fasse une intervention dans cette école d'autonomie. Donc ça y est, le 7 et 8 avril, je vais faire une intervention de 2 jours dans cette école d'autonomie. Ça sera assez particulier, ce n'est pas les stages Régénère en tant que tel, ça sera 2 jours axés vraiment autonomie en termes de santé. Comment retrouver l'autonomie en termes de santé et être responsable de ses choix, savoir évaluer, savoir critériser, savoir être responsable de ses choix. Donc ça va être un petit stage, il ne va pas y avoir beaucoup de place. Si ça vous intéresse, j'en parle, si ça vous intéresse de soutenir le projet de Claire de son école d'autonomie, elle a lancé un financement participatif sur Ulule, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour aller le voir. Et en fait le financement participatif il est intéressant parce que c'est même pas un financement, c'est même pas du don que vous faites, c'est de la préinscription à des stages. C'est-à-dire que si vous donnez telle somme, eh bien, pendant 3 ans, vous avez droit de participer à un stage. Donc, quelque part, vous préachetez des stages et c'est une façon de préfinancer son projet. Et donc, de la même manière, vous pouvez préfinancer le stage que je vais donner le 7, 8 et 8 avril. Je sais qu'il y aura avec nous une personne qui est spécialiste des plantes sauvages, ce qui veut dire qu'on va manger beaucoup de plantes sauvages, pour ma plus grande joie. Ça se passe dans un très beau gîte, dans un très très bel endroit. Et moi, je vais vous partager, je vais bâtir un petit cours pour 2 jours. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le construire. Je ne peux pas vous dire exactement encore comment ça va être dirigé. Mais dont le but sera vraiment de donner les clés de l'autonomie en termes de santé, dans un contexte, en plus, dans un contexte naturel si possible. Donc avec une visée quand même autonomisante. Adaptation et autonomie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir sur la page Ulule, le lien est en dessous de la vidéo, mais c'est un projet qui me tient aussi à cœur. Ça n'a pas le caractère complet d'un stage Régénère, bien sûr, mais un petit stage sur 2 jours, très efficace, dans lequel la part sera laissée grande aussi aux échanges, hein, vraiment aux questions, aux questionnements par rapport à des techniques aussi. On verra pas mal de solutions pour vraiment arriver à se débrouiller avec très très peu dans un contexte naturel. Ça risque d'être très très intéressant, donc je vous invite cordialement à rejoindre et puis vous aurez la joie de rencontrer Claire et Yves, qui sont quand même vraiment les 2 instructeurs principaux de cette école d'autonomie, qui sont quand même 2 personnes à rencontrer. On est parti. On a une petite heure devant nous, vous avez de la chance, j'ai aucun moyen de mesurer l'heure, donc on va le faire au soleil. Là j'ai le soleil qui n'a pas passé le sommet juste derrière. Un de ces jours, je vais demander à un copain de venir avec un drone, quand même que vous voyez un petit peu dans quel contexte on filme. Parce que souvent il y a des gens qui disent « Ah, t'es en pleine nature, t'as de la chance » et ainsi de suite. Mais, enfin on commence des petites apartés, mais je pense que j'ai commencé l'année 2018 avec une vidéo qui s'appelait 2018, l'année du choix. Je pense que plus que jamais, on va se retrouver face à des choix, et des choix qui ne sont pas anodins. On va commencer bientôt une série sur les vaccins, hein, et j'ai bien dit, il ne s'agit pas de faire du pour ou du contre vaccination. Mon opinion à moi n'a aucune importance, mes choix personnels à moi n'ont aucune importance. Je vais essayer de vous donner des moyens de choisir. Le truc, c'est que tu vas te rendre compte rapidement que si par hasard tu fais le choix, si tu as des arguments qui te font faire le choix, par exemple, de ne pas vacciner, globalement, tu te mets dans la marginalité. Et ça a toute une cascade de conséquences. C'est-à-dire tes enfants, ils ne sont pas pris à l'école, tes enfants, ils ne sont pas pris à la crèche. Donc ça veut dire que tu ne peux pas simplement les laisser à la maison devant un écran. Donc il va falloir que tu réorganises ta vie, ton mode de travail, tes choix pour toi-même, les choix pour la famille et ainsi de suite. Et donc des choix comme ça, on va parler aussi d'antibiotiques, des choix comme ça, on va être confronté, et ces choix, ils vont être de plus en plus clivants, je dirais, d'une certaine manière. Et souvent les gens me disent « Ah, t'as de la chance, tu vis en pleine nature, espèce de bourgeois, et ainsi de suite. » Oh, un de ces jours, je vous ferai une vidéo en drone pour vous montrer où on habite. On habite au bout d'un petit village perdu dans la montagne, et de ce petit village, il faut prendre une piste en terre, il faut venir là où on habite. Il n'y a pas grand monde qui veut venir habiter là. Moi, pour moi, c'est le paradis absolu. Je suis entouré de dizaines de milliers d'hectares, je dirais, de forêts. C'est le paradis absolu. Mais il faut venir, il faut faire le choix, et il y a une âpreté, il y a une difficulté. Si je veux descendre le premier village pour avoir un ravitaillement conséquent, il est peut-être à 30 ou 40 minutes de voiture. Donc c'est des choix, et ces choix, on va tous y être confrontés. Et le but de ces vidéos, c'est pas de dire tel choix est le bon et tel choix est le mauvais, parce qu'en fait tout le monde n'a pas envie de la vie que je mène. L'important, c'est plutôt de donner à chacun les moyens de faire un choix éclairé. Et pour faire un choix éclairé, il faut avoir l'information obligatoirement. Donc là, on fait des choix éclairés en matière de santé. On fait des choix éclairés avec la permaculture aussi, et on essaie d'apporter de l'éclairement, vraiment de la connaissance intime de la nature du vivant, de manière à ce que vous puissiez faire des choix pour vous, pour votre famille, pour vos proches, qui soient des choix sensés. Et quand je vous dis choisir la vie, pour choisir la vie, il faut avoir les termes du choix.
Il faut savoir dans quel sens va le choix. Mais nous, on va choisir la vie. La petite clochette des brebis là juste au-dessus, qui sont en train tranquillement de tondre la pelouse pendant que je suis sur la paille. C'est pas beau la vie? Elles bossent et elles se font plaisir. Tout le monde coopère. Margot me pose une question. Thyroïde et nouveau lévothyrox. Ah oui, alors en plus il y a Pierre Dufresne qui m'a mis des petites notes là, il me dit polémique dès la première question. Bonjour, j'ai une hypothyroïdie Hashimoto. J'ai été 10 ans sous lévothyrox, puis 2 mois sous lévothyrox nouvelle formule que j'ai arrêté car j'étais malade comme pas possible. Effectivement, il semblerait qu'ils ont mis dans les nouveaux lévothyrox des choses qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec les besoins du corps. Je suis maintenant sous L-thyroxine Ening, même symptôme avec immense fatigue. Je veux arrêter tout ce cirque et revenir à un traitement naturel. Que me conseillez-vous? Alors déjà, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune légitimité pour répondre à ta question. Il n'empêche que du haut de ma non-légitimité, on peut réfléchir un petit peu. Bon, hypothyroïdie. Qu'est-ce qu'une hypothyroïdie? La thyroïde est une glande du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est un ensemble d'organes qui produisent des hormones. On a dans notre système endocrinien la glande pituitaire, la glande pinéale qui est à l'arrière, là un petit peu, qui produit une hormone principalement qu'on appelle la mélatonine. On a les 2 glandes thyroïdes et les 4 glandes même parathyroïdes, qui régulent le métabolisme, c'est-à-dire la vitesse des échanges dans le corps, l'énergie que tu vas produire et le métabolisme du calcium principalement. Ensuite, on a les glandes surrénales qui se situent au-dessus des reins. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les gonades, donc testicules pour les hommes, ovaires pour les femmes. L'ensemble de ces organes produisent ce qu'on appelle des hormones, qui sont des messagers chimiques et qui sont véhiculés par le sang. Si je te fais ce petit topo, c'est que si tu as une hypothyroïdie, c'est que ta thyroïde est usée, fatiguée. Si elle est usée, fatiguée, c'est qu'il y a eu un moment où elle a été en hyperthyroïdie. Il ne peut pas y avoir d'hypofonction d'une glande si avant il n'y a pas eu d'hyperfonction. C'est-à-dire que si tu n'as pas tiré sur la ressource de manière exagérée, eh bien, il ne peut pas y avoir d'hypofonction. Et ce que je veux te dire par là aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'hypofonction de la glande thyroïde toute seule. La glande thyroïde, elle n'existe pas. Je paraphrase mon ami Pierre Etchard, mais la glande thyroïde, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans les bouquins d'anatomie, mais toute seule, elle n'existe pas. Elle est toujours en interrelation avec des tas d'organes. Et il ne peut pas y avoir d'hypothyroïdie s'il n'y a pas une hypofonction de tout le système endocrinien à minima. Donc c'est amusant parce qu'on s'intéresse toujours à l'hypothyroïdie parce que on a des moyens relativement simples de mesurer le niveau d'hormones thyroïdiennes. Mais on pourrait tout aussi bien mesurer le niveau d'hormones pituitariennes, on pourrait tout aussi bien mesurer la production de mélatonine, on pourrait tout aussi bien mesurer la production d'hormones surrénaliennes, et on se rendrait compte certainement que dans ton cas, on n'assiste pas non pas à une hypothyroïdie, mais à globalement un hypofonctionnement de tout le système endocrinien, une fatigue généralisée de tout le système endocrinien. Tu vois où je veux en venir? On parle de fatigue générale. C'est pour ça que quand tu me dis « je veux arrêter tout ce cirque », ce que je te comprends largement, et revenir à un traitement naturel, pour moi, arrêter tout ce cirque et même ne pas revenir à de traitement du tout, ça rime à une seule chose, c'est retrouver de l'énergie, c'est-à-dire permettre que ce système endocrinien dans son ensemble passe de l'épuisement à un fonctionnement normal. Parce que tu es en fatigue chronique, en fatigue endocrinienne chronique. Alors, des traitements pour la thyroïde spécifiques, on va t'en vendre, certainement, même des traitements naturels, et telles algues chargées d'iode et ainsi de suite. Le problème, c'est que si tu la considères seule, isolée, que tu ne la considères pas dans un ensemble, ce sont des traitements qui vont peut-être un tout petit temps mener un petit plus au niveau du fonctionnement de la thyroïde, mais qui rapidement vont te ramener dans le même état. Pourquoi ? Parce que c'est une fatigue globale auquel tu es confronté, et que cette fatigue globale, elle n'a qu'une réponse, le repos et la régénération, la relance du système endocrinien. Les solutions à la petite semaine, elles sont très intéressantes parce qu'il va falloir les renouveler. Donc sur le plan du business, c'est très très intéressant. Moi, je te parle d'une solution vraiment de terrain. Donc si tu me dis, je veux sortir de cet état d'hypothyroïdie, l'hypothyroïdie se traduisant spécifiquement, parce qu'il y a le terrain fatigué globalement, et puis l'hypothyroïdie. Alors il y a des petites variations de lumière, j'espère que ça ne va pas trop le faire. Normalement la caméra elle est bien réglée. La thyroïde ayant une fonction de régulation du métabolisme en particulier et du métabolisme du calcium, elle fait les hormones thyroïdiennes, elles régulent la quantité d'oxygène qui arrive au niveau de la cellule.
C'est un peu comme si tu avais un moteur, au lieu de réguler la quantité d'essence qui arrive au moteur avec le carburateur, ben, tu régules la quantité d'oxygène. Et plus il y a d'oxygène qui va arriver, plus tes cellules elles vont turbiner, elles vont produire de l'énergie. Si tu manques d'hormones thyroïdiennes, eh bien, globalement, il va y avoir un défaut de production d'énergie par la cellule. Donc ta cellule ne produit pas d'énergie, donc tu es toute molle, tu es toute fatiguée, tu as froid, tu es frileuse, tu es déprimée, globalement. Et en plus, tu ne consommes pas les ressources alimentaires que tu prends. Donc finalement, tu vas commencer à stocker, à grossir, et ainsi de suite. Tu es toute ralentie. Mais tu es toute ralentie, ton système endocrinien, tout est ralenti. Alors, je vais te dire en quoi je crois au travers de la compréhension que j'ai du corps humain. Comment est-ce qu'on peut relancer un système endocrinien? Il y a une loi sur laquelle on peut s'appuyer qui s'appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, elle dit que quand tu as un système nerveux et endocrinien qui est fatigué, eh bien, ta capacité à l'adaptation étant le propre du vivant, ta capacité à l'adaptation, elle est vraiment extrêmement réduite. Elle va être étroite. Une personne qui va avoir un bon système endocrinien, il a une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il a une capacité à l'accélération. Par exemple, d'un seul coup, il faut donner un coup de niaque, il faut faire un travail particulier, il faut donner un coup au niveau physique. Bam, il va pouvoir. Il y a une grosse émotion qui lui tombe dessus, crac, il arrive à l'encaisser. Hein. Lui, il a une bonne capacité adaptative. Et toi, ben, finalement, à force de sursollicitation de ton système endocrinien et de ton système adaptatif, hein, alors ces sursollicitations, elles viennent de l'extérieur, de toutes les demandes qui viennent du monde, le stress au boulot, le stress dans la famille, le stress à tous les niveaux, puis elles peuvent venir aussi de l'intérieur, globalement quand même, l'espèce de petit vélo dans la tête qu'on a et qui nous bouffe de l'intérieur, ces pensées récurrentes, cette culpabilité, cette agressivité, cette jalousie, enfin que sais-je encore, toutes ces choses-là qui nous mangent littéralement de l'intérieur, eh bien, elles ont amené à ce que ton système adaptatif il soit sursollicité. Comme il est sursollicité, eh bien, il a réduit sa capacité. Donc, le seul moyen qu'il y a de regagner ça, c'est premièrement de cesser immédiatement toutes les causes de perte d'énergie et d'adaptation, c'est-à-dire limiter la nécessité d'adaptation pour ton corps, la nécessité d'adaptation chronique. C'est-à-dire que si tu travailles dans un boulot où tu es soumis à un stress chronique, ben, il va falloir peut-être faire des choix parce que sinon ça aura du mal à remonter. Si dans ta tête c'est Tchernobyl, que ça tourne en permanence avec agressivité et ainsi de suite, il va falloir essayer de faire un travail au niveau émotionnel ou à minima, ben, je vais te conseiller par exemple de pratiquer des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque qui ont tendance à rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Ça a un côté symptomatique, mais ça marche très bien, ça ne demande pas de praticien, ça se pratique chez soi, cohérence cardiaque, 5 minutes simplement, vous allez regarder sur internet, petit exercice de respiration, inspiration, expiration, qui marche très très bien et qui permet de rééquilibrer tout ça. Donc ça c'est le premier truc, arrêter finalement de dépenser ton énergie pour rien. Et en même temps, arriver à muscler ta capacité adaptative et muscler ton système endocrinien en lui imposant des petites adaptations qui sont à ta hauteur. Alors qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Quand on parle d'adaptation pour muscler une thyroïde, ben, c'est par exemple pratiquer des petites périodes de jeûne, pratiquer des petites périodes d'exercice intenses, pas longs mais intenses, pratiquer l'exposition au froid, l'exposition au chaud, les bains froids ou l'exposition au froid tout azimut, l'exposition au chaud, le sauna par exemple ou autre, mais le sauna particulièrement est bien recommandé. Particulièrement, je suis un peu là-dessus actuellement, les saunas infrarouges, bien que j'étais pas fanat, mais les saunas infrarouges ont l'avantage de ne pas amener à une trop haute température. Un sauna classique c'est 100 degrés, un sauna infrarouge ça va être 60 degrés à peu près, et il semblerait quand même que pour les épuisés chroniques, qui présentent une hypothyroïdie, qui présentent une hyposurénalie, qui présentent une hypopituitérie, parce que tout le monde présente tout à la fois, il n'y a pas simplement une hypothyroïdie, eh bien que pour ces personnes, la sollicitation due à la chaleur d'un sauna infrarouge est relativement intéressante. Sauna ou lampe infrarouge par exemple, ça a des vertus très très intéressantes, ça va appliquer une chaleur sans qu'elle soit trop élevée tout en chauffant bien les tissus profonds du corps. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc là, l'exposition à ces multiples sollicitations, ben, ça va avoir pour vertu de te rendre plus forte. Et c'est parce que tu vas être sollicité dans une mesure qui est à ta portée que tu vas doucement pouvoir renforcer ta glande thyroïde et que tu vas pouvoir la relancer. Ah, tu vas me dire, ouais, non, mais là c'est de la grande théorie, c'est très vague tout ça. C'est clair que ça serait plus facile de te recommander un complément alimentaire. Et on va pouvoir en parler des compléments alimentaires. Il y a certainement des choses très intéressantes à faire à ce niveau-là. Mais ce que j'essaye de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la thyroïde qui ne prend compte
l'ensemble des systèmes qui travaillent ensemble dans le corps. Et par exemple, quand on parle du système endocrinien, quand on parle d'une glande endocrine, on ne peut pas parler du système endocrinien sans parler du système nerveux, et les deux avancent ensemble. Il n'y a pas une fatigue de la glande thyroïde, il y a une fatigue du système adaptatif du corps, la glande thyroïde étant une des glandes de l'adaptation. Bien sûr que c'est une glande d'adaptation, parce que par exemple, quand il t'est demandé d'envoyer un bon coup, d'un seul coup tu dois te mettre à sprinter, si ta glande thyroïde n'est pas capable de produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes pour amener plus d'oxygène au niveau de ta cellule, tu vas vouloir démarrer, puis c'est le grand arrêt. Donc la glande thyroïde est évidemment une glande majeure du système adaptatif. S'il y a une hypofonction de la thyroïde, c'est que le système adaptatif a été sur-sollicité. Et rarement sur sollicitation physique, la plupart du temps sur sollicitation morale, émotionnelle, psychique, par le stress et les conditions de la vie moderne qu'on nous impose. Donc, première des choses, diminuer le stress endogène, la demande d'adaptation endogène chronique, plutôt au niveau psychologique, pour être sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de perte. Et ensuite, imposer à ton corps des demandes d'adaptation adaptées à ce que tu peux donner à ce moment-ci. Et ça, il n'y a que toi pour le savoir. Il n'y a que toi pour le savoir. Mais dès à présent, je te conseillerais de temps en temps, selon le contexte dans lequel tu vis, en pleine journée, tu sors et tu vas te faire 5 minutes de marche rapide, par exemple. Tu commences à te faire un petit peu d'exercice à la maison. Hop, une petite douche froide le matin. Puis si la douche froide, tu ne peux pas, une douche tiède, exposition au chaud, ce que tu peux. Petit jeûne, tu sautes un repas de temps en temps, et ainsi de suite. Et ce faisant, tu vas commencer à mettre une espèce de sollicitation permanente, comme des petits coups, tu vois, que tu donnerais à ton corps en permanence. Pop, 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 allez, réagis. Allez, réveille-toi. Dans la limite de ta capacité adaptative. Ça, c'est la règle pour toutes les personnes qui sont épuisées, que ce soit au niveau de la thyroïde, de la pituitaire, des surrénales et ainsi de suite. C'est jouer au maximum avec cette fameuse loi de l'hormèse, qui est une loi propre au vivant et qui est fabuleuse, qui dit, pour en reprendre Nietzsche d'une certaine manière, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, je ne suis pas nietzschéen du tout, mais globalement, ça veut dire que si tu ne vas pas au-delà de ce que ton corps peut, c'est bien d'y aller. C'est rester au repos total. Si tu as une hypothyroïdie et puis que tu restes dans ton canapé en permanence, il y a des gros risques que ça ne décolle plus. Tu restes juste au même niveau. Tu ne perds pas plus, mais tu ne vas pas pouvoir remonter. Pour remonter, il va falloir imposer ces petites sollicitations, clac, de ci, de là, pour pouvoir relancer la chose. Après, il va être certainement intéressant, parallèlement à ça, effectivement, d'adopter dans ta vie des pratiques, donc on parlait du jeûne et ainsi de suite, mais y compris au niveau alimentaire ou au niveau phytothérapie qui vont pouvoir soutenir ta glande thyroïde. Et par exemple, quand on parle de la glande thyroïde, il y a effectivement des plantes qui sont excellentes pour le système thyroïdien et globalement le système tout endocrinien. Je pense aux plantes qui sont dites adaptogènes en particulier. Il y a aussi des plantes spécifiques pour la thyroïde. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, on a une plante fabuleuse pour la thyroïde qu'on n'a pas le droit de vendre en phytothérapie parce que maintenant, c'est réservé aux pharmaciens. Mais la consoude, par exemple, est une plante extraordinaire pour la glande thyroïde, dans laquelle la glande thyroïde va trouver énormément d'éléments minéraux et d'éléments nutritifs qui vont l'aider à se réparer elle-même. Chez Régénérescence, c'est un mélange qui s'appelle Thyroïdo, par exemple, qui est excellent. Il y a des très très bons retours pour les personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie. Et puis tu as des mélanges endocriniens, comme Endocrino 1 par exemple, qui sont à visée endocrinienne globale et qui dans tous les cas de fatigue chronique vont être un soutien majeur. Mais un soutien qui ne vient que parce que, à côté de ça, on a mis en place les fondamentaux, c'est-à-dire utiliser la loi de l'hormèse pour ce qu'elle est et réduire les sollicitations de l'extérieur. Ça ne peut pas marcher autrement. Donc si tu me dis j'ai un boulot dans lequel j'ai la boule au ventre en permanence, je vais te dire, aussi gênant que ça puisse être, d'après moi, pars-toi. Mais sauve ta peau. Sauve littéralement ta peau, parce que tu ne vas pas tenir, parce que tu vas en mourir. Donc on se répète, il n'y a pas de fatigue thyroïdienne isolée d'une fatigue endocrinienne dans son ensemble. Quand tu es confronté à une fatigue endocrinienne dans son ensemble, la première des choses, c'est arrêter, arriver à cerner, à voir et à bloquer ce qui est du domaine de l'adaptation chronique du stress, puisque le stress est adaptation, ou l'adaptation est stress, ce qui est du domaine du stress chronique. Arriver à les bloquer, parce que ceux-là, ils t'usent, ils te bouffent littéralement de l'intérieur. Ensuite, mettre en place des pratiques de vie qui vont faire que ton corps va être sollicité en permanence, va être mis au challenge
chose qui est vraiment, il faut réaliser que dans notre vie moderne, on fonctionne de façon très, très binaire et très, très caricaturale. C'est-à-dire que d'un côté, on a des sursollicitations, surtout sur le plan psychique, émotionnel et ainsi de suite, qui sont énormes, donc qui dépassent largement notre capacité adaptative. Et puis après, on va aller se mettre dans un fauteuil et on ne va plus bouger. Et on va rester accomaté devant la télé. Parce qu'on n'est jamais à la limite de la loi de l'hormèse, on est toujours soit dépassé d'un côté, soit on est au milieu et on ne sollicite pas notre corps. Et là, il s'agit de mettre son corps et son être au challenge, mais dans la limite de la capacité adaptative. Une fois que tu as fait ça, et ça, c'est un chemin de vie. Et puis ça va être propre à chaque individu. Une fois que tu as fait ça, et vraiment c'est pour tous les fatigués, je m'exprime vraiment pour tous les fatigués, toutes les personnes qui... Excusez-moi, petit souci de réglage, j'ai l'impression que la nouvelle caméra là, bloque toutes les 29 minutes 59 secondes. Là. C'est un truc là, de bridage des appareils photo. Donc on reprend, et j'espère qu'elle ne va pas recouper ensuite. Donc c'est quelque chose qui est propre à tous les fatigués, c'est arriver vraiment, et là il n'y a que vous qui allez pouvoir connaître la mesure, à comprendre que pour sortir de votre fatigue, il va falloir vous mettre au challenge d'une manière adaptée, que jusqu'à présent, vous êtes soit trop sollicité, soit pas assez. Et que là, il va falloir vous mettre juste à la limite et commencer à bouger ce corps, à rentrer dans des situations d'adaptation. C'est pour ça que tout à l'heure, je retombe sur mon bushcraft, l'art des bois. C'est une adaptation. Quand tu te mets à dormir en pleine forêt, à la belle étoile, c'est de l'adaptation. Alors pour certains, ça va être trop, mais pour d'autres, ça va être juste fabuleux. Donc c'est ça. À côté de ça, il y a des compléments de plantes qui peuvent te soutenir. Et je pense que là, déjà, tu seras, et bien sûr au niveau alimentaire, tout ce qu'on partage, c'est-à-dire que moins tu vas demander d'adaptation à ton corps au niveau alimentaire, plus tu vas lui permettre de se reposer. Donc une alimentation physiologiquement adaptée, c'est-à-dire une alimentation nutritive, et sans entrer dans un dogme ou une religion, une alimentation qui comporte des vrais aliments, des aliments qui ne sont pas bourrés de pesticides, de fongicides, d'antibiotiques pour certains, des aliments qui sont poussés localement, qui sont principalement des fruits et des légumes peu transformés ou pas transformés, ou transformés à la maison au maximum, dans une nourriture de grand-mère d'une certaine manière, chargée de fruits, de légumes, de nutrition, dans lequel ton corps va pouvoir vraiment puiser sa ressource pour pouvoir s'alimenter réellement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, c'était un petit peu long, mais... Alors ensuite, question, ah oui, Pierre m'a dit que cette personne voulait rester anonyme, donc une question sur la fertilité. Bonjour Thierry et à toute l'équipe, bonne année à vous tous, bonne année à toi. Mon compagnon et moi désirons un enfant, super projet. Les spécialistes médicaux ont affirmé suite à la biopsie que mon compagnon n'avait aucun spermatozoïde. Ah ben. Quant à moi, presque plus de réserve d'ovules. Bon, à vous deux, vous êtes mal barrés. Seule proposition, fécondation in vitro, avec donneur, et surtout ne rien dire à l'enfant, c'est délicieux. Nous avons 45 ans tous les deux, moi diabétique de type 2, lui hernie du dos et tous les deux en surpoids. Quel serait le meilleur moyen pour relancer notre machinerie? Bon, alors effectivement, je ne souscris pas à la notion de fécondation in vitro avec donneur et surtout ne rien dire avec l'enfant. C'est-à-dire que tu bâtis sur un mensonge, tu bâtis sur quelque chose qui est juste contraire au principe de fonctionnement du vivant et tu bâtis sur un mensonge, ne rien dire à l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est une horreur. C'est scandaleux de dire ça à des parents. Bon, ça après c'est mon avis. Donc tu as 45 ans, effectivement. Donc à notre époque, c'est un âge où on commence à avancer doucement vers la ménopause. Les ménopauses sont par certains côtés assez prématurées, mais enfin on avance vers la ménopause. Donc quel est le meilleur moyen pour relancer la machinerie? Alors je vais te partager ce que j'ai vu le mieux pour relancer la machinerie. Si tu parles de ménopause, si tu parles de difficulté de production de spermatozoïdes et d'ovules, on parle de fatigue du système, de toute façon. Donc on va renvoyer vers la première question. Quel va être le meilleur moyen de relancer la machine? Eh bien, de faire jouer cette loi de la stimulation et de l'hormèse, d'une certaine manière, et en particulier avec le jeûne. Surtout si vous êtes en surpoids, vous pouvez y aller. Je n'ai rien vu de mieux pour avoir des bébés et relancer la fertilité chez des personnes qui avaient des troubles de la fertilité, des fausses couches à répétition et ainsi de suite, que la pratique du jeûne. Des petits jeunes, bon, des petits ou des moyens jeunes, mais moi la plupart du temps je vois des petits jeunes de stimulation, ça veut dire 2-3 jours de jeûne répétés régulièrement, tous les 15 jours ou toutes les semaines. Tu te fais 1 jour ou 2 jours de jeûne toutes les semaines par exemple, 2 jours de jeûne toutes les semaines. Si tu es en surpoids, tu vas perdre du poids, tu vas avoir un meilleur teint, il y a des chances que son hernie au dos lui fasse de moins en moins mal et que peut-être même elle se résolve.
Toi qui es diabétique de type 2, si tu jeûnes, tu vas voir ton diabète, il va se résoudre très rapidement. Tu peux même faire 1 jour sur 2 de jeûne. Un jour tu manges, un jour tu jeûnes, un jour tu manges, un jour tu jeûnes. Si tu es en surpoids, tu n'as rien à perdre. Et non seulement tu vas récupérer la santé, mais il y a peut-être des chances qu'effectivement, en termes de fertilité, ça puisse relancer la machine. En tout cas, je ne connais aucun meilleur moyen que ça pour relancer la machine. Après, toujours pareil. On peut s'appuyer sur des moyens phytothérapiques. Il y a des plantes qui sont excellentes pour ça. Si tu vas voir chez Régénérescence, il y a un mélange qui s'appelle Femelle 1. Il y a Andro 1 aussi pour les hommes, qui sont pareil, des plantes qui vont stimuler la fertilité. Mais là, pareil, tu ne stimuleras pas un organisme qui est complètement épuisé. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas se leurrer. Tu peux le stimuler, tu peux le soutenir, tu peux lui apporter des éléments vitaux, mais à condition que les bases soient faites. Les principes même de l'hygiénisme, c'est que ce n'est pas une substance extérieure qui agit sur l'organisme, c'est l'organisme qui agit de lui-même. Il peut y avoir des soutiens, des béquilles extérieures qui vont venir apporter, et ça oui, ça existe, mais ça ne peut pas suppléer. Donc moi, je ne saurais trop que vous encourager, je vous parle par exemple d'adaptation par le jeûne, là actuellement, à vous mettre à jeûner, et non seulement vous avez une chance, peut-être, d'avoir un petit qui arrive, mais en plus, eh bien, vous allez avoir la chance d'avoir votre état de santé qui va grandement s'améliorer. Et s'il doit avoir un papa et une maman qui ont 45 ans tous les deux, il a intérêt à en avoir 2 qui tiennent la route, parce qu'avoir un bébé, je peux te le dire, là, le nôtre il va sur ses 1 an, ça demande aussi de la ressource. Moi j'ai presque 44 ans, donc tu vois, on se connaît, on est vieux tous les deux. À 44 ans, je vois que ça tire quand même, ça tire. Alors une question de Chantal. Bonjour, je viens de lire un article sur un site qui s'appelle Sain et Naturel, donc ça doit être bien, qui parle des jambes sans repos et qui disait que c'était génétique. Super. Là, je veux dire, pourquoi pas? C'est génétique. La cloche des brebis aussi, c'est génétique. Et comme j'écoute toutes les vidéos de Thierry, je me suis dit encore un truc qui passe dans la catégorie génétique. Bah oui, bien sûr. Depuis que je suis petit, 10-12 ans, je pense que j'avais déjà ça et j'ai toujours besoin de remuer mes jambes et chercher tantôt les coins frais ou chauds du lit. J'ai toujours eu un mauvais sommeil et ça continue. Y a-t-il un remède? Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire quand on te dit que quelque chose est génétique? Ce qu'on veut te dire par là, c'est que tu présentes une disposition, peut-être. Alors on peut te dire, oui, tu es génétiquement, alors là, pour les jambes sans repos, on va parler de faiblesse du système nerveux. Tu as génétiquement une faiblesse du système nerveux. Mais je veux dire, on sait très bien maintenant, depuis quand même plusieurs dizaines d'années, que la génétique s'exprime dans un contexte. Moi, par exemple, je suis faible au niveau pulmonaire, je suis génétiquement faible au niveau pulmonaire. Si je me mets à fumer, en veux-tu, en voilà, il y a des grandes chances que j'ai rapidement des très gros problèmes au niveau des poumons. Et si j'attrape un cancer des poumons, on ne va pas me dire ton cancer il est génétique. Il y avait une faiblesse. Par contre, les choix délibérés et mauvais, c'est moi qui les ai faits. Les jambes sans repos qui dit que c'était génétique, quand on te dit c'est génétique, c'est juste le moyen de dire, bon finalement, c'est inéluctable, on ne comprend pas trop pourquoi, et finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu dis toi-même, d'ailleurs, c'est intéressant, que tu cherches les coins frais ou chauds du lit. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes qui ont le syndrome des jambes sans repos. Et on peut interpréter ça par de la stimulation. On cherche la fameuse loi de l'hormèse, on met au chaud, on met au froid, et on cherche à relancer quelque chose. Quand on parle de syndrome des jambes sans repos, c'est un symptôme qui peut avoir de multiples causes. Donc déjà dire, ouais, le syndrome des jambes sans repos, c'est dû à ça, c'est juste quasi impossible. Parce qu'à un symptôme, tu vas avoir une expression symptomatique individuelle, tu peux avoir des dizaines de situations, mais quand on parle de syndrome des jambes sans repos, il va y avoir obligatoirement un problème de circulation, il va y avoir obligatoirement un problème de fatigue du système nerveux, obligatoirement, on va voir les deux, et c'est sur cette direction-là que je t'encouragerai à aller. Donc favoriser la circulation au niveau de tes jambes. Favoriser la circulation au niveau de tes jambes, ça veut dire ne pas porter des vêtements serrés la nuit, ça veut dire avoir un exercice pendant la journée, exercer tes jambes, les faire bouger, marcher pendant la journée et ainsi de suite. Ne pas vivre dans un environnement trop chaud pendant la journée parce que ça a tendance à ralentir la circulation. Ne pas, bien sûr, comme je te disais, ne pas être avec des vêtements trop serrés qui bloquent la circulation toute la journée. Respirer enfin avec sa peau, être le maximum exposé au soleil et ainsi de suite. Donc rétablir la circulation et penser qu'il y a aussi un problème de fatigue là-dedans. Donc jouer sur le côté fatigue surrénalienne, parce qu'il n'y a pas de trouble de circulation sans une fatigue, parce que pour que ça remonte, il faut que le cœur y pulse. Pour que le cœur y pulse, il faut qu'il y ait suffisamment d'adrénaline et de noradrénaline pour lui permettre de se contracter. Donc on parle obligatoirement de fatigue dans les deux cas. Fatigue. Après, tu peux expérimenter, par exemple, de dormir avec les pieds surélevés ou de dormir avec la tête surélevée.
Tu vas me dire, mais c'est antagoniste. Bah ouais, tu essayes et tu vois ce qui marche le mieux pour toi, selon les personnes. A priori, la tête relevée, ça a apporté beaucoup de bien à des personnes qui avaient le syndrome des jambes sans repos, donc à tester. Favoriser la circulation, la micro-circulation. Tu as des plantes pour ça, hein, comme le ginkgo biloba, comme le gotukola, la Centella asiatica, qui sont très bonnes pour la micro-circulation, qui vont relaxer le système nerveux aussi. Tu as un mélange qui s'appelle Nervo 1 chez Régénérescence qui serait bien indiqué pour ça aussi. Et ce faisant, eh bien, remettre un petit peu de circulation, parce que si tu as un syndrome des jambes sans repos, c'est ton système nerveux qui essaye de créer du mouvement là où il n'y en a plus. Je veux dire, globalement, si ça se met à trembler, en tout cas, l'interprétation qui me semble la plus évidente, c'est que ton système essaye de relancer quelque chose qui est en stagnation. Donc il faut faire bouger. Bouger. Ne pas négliger l'apport de l'exercice physique. Hein, si tu vis en appartement, mais tu essaies de te trouver un trampoline, un bon trampoline, et avant d'aller te coucher, tu vas faire du trampoline. Pendant la journée, tu fais régulièrement des petites séances de trampoline, 5-10 minutes de trampoline. Tu vois qu'au niveau circulatoire, ça va aussi apporter beaucoup. Voilà, voilà ce que je pourrais te dire. Alors, Céline, langue cartographiée. Bonjour, j'ai une langue que l'on appelle cartographiée. Donc ce sont des langues sur lesquelles effectivement apparaissent des tas d'espèces de marques nervurées qui font penser à une carte un petit peu. Est-ce une maladie auto-immune ou autre chose? Je n'y connais rien et les médecins non plus ne savent pas d'où cela vient. Et puis alors moi non plus. C'est douloureux parfois quand je mange certains fruits ou je bois chaud et froid. D'accord? Merci d'avance pour ta réponse Thierry, bravo pour toutes ces vidéos si complètes. Bon alors pour le coup tu vas pas me remercier. Non, je ne sais absolument pas d'où cela peut venir. Non, je ne sais pas. Par contre, on parle effectivement la plupart du temps d'une hypersensibilité au froid, au chaud, à l'acide, hein, aux saveurs et au goût. Donc, automatiquement, moi, je vais te parler d'inflammation, d'affaiblissement des tissus, de déminéralisation. C'est la classique, hein, je te fais le pack classique, hein, j'invente rien là-dedans. Mais je vais te parler obligatoirement de tout ça. Et ne sachant pas d'où ça vient, à ce moment-là, je vais te dire, si moi je ne sais pas, et si toi tu ne sais pas, et si les médecins ne savent pas, il y a quelqu'un qui sait, ou il y a quelque chose qui sait, comme tu veux le voir, c'est ton corps. Ton corps sait. Je veux dire, ton système nerveux, il est au courant de ce qui lui arrive en permanence. Et normalement, parce que tu es vivante, tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Donc, si ça ne revient pas à l'état d'équilibre, il va falloir l'aider, l'accompagner pour qu'il revienne à l'état d'équilibre. Et pour ça, moi je dirais, est-ce que tu as essayé de jeûner pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner au niveau de ta langue, au niveau de la sensibilité de ta langue? Ça risque d'être intéressant. Comme moi, je vois surtout ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de phase. Oui, j'espère que c'est ton prénom. Alimentation enfant et ventouse. Alors Pierre m'a dit, ne me demande pas le rapport. Effectivement, il y a deux choses différentes. J'ai deux questions. Quel conseil donner pour un enfant de 9 ans qui commence à avoir des petits symptômes répétitifs comme sinusite, il toussote beaucoup, il a le ventre sensible? Y a-t-il des astuces pour faciliter une alimentation régénérante à un enfant? Alors, est-ce qu'il y a des astuces? Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui naissent actuellement ont effectivement un système immunitaire qui est complètement dans les choux, donc une capacité à s'encrasser qui est extrêmement élevée, et donc les sinusites, pneumonies, laryngites, inflammation, surtout de la voie AORL, c'est-à-dire entre les poumons, la gorge et le nez, c'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? Ouais, il faut les aider, mais il faut les aider en partant du principe que ce sont des enfants qui partent avec un handicap. Pour le coup, génétique. Génétiquement, c'est même pas génétique là pour le coup. Non, c'est même pas génétique puisque c'est bactérien. C'est pas génétique, je me suis planté. Mais ils partent avec un bagage qui est quand même un peu faiblard. Même très faiblard. Et je voudrais pas en faire des tonnes, mais avec les 11 vaccins là qui vont nous balancer, on se prépare une génération d'handicapés. Mais je veux dire, juste, je pèse mes mots quand je dis ça. Je sais que je vais passer tout de suite pour le conspirationniste anti-vaccin. Je m'en fous parce que je sais sur quoi je me base pour dire ça. C'est de la folie furieuse. On joue à des expérimentations qui sont juste délirantes. On voit déjà l'état de santé des enfants actuellement. On voit que l'autisme, qui était quelque chose de relativement marginal, commence à toucher un enfant sur 30, voire un enfant sur 20 dans certains pays. Je veux dire, on ne se rend pas compte que les enfants sont en train actuellement de manifester symptomatiquement le délire complet de la guerre contre le vivant qu'on a mené depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et que déjà pour la génération qui vient maintenant, il faut juste gérer la catastrophe.
Mais vraiment gérer la catastrophe. C'est pour ça que quand tu me dis comment donner une alimentation régénérante à un enfant, je vais te dire, à part le bourrer d'antibiotiques et de médicaments, il va falloir le faire. Alors comment tu fais? Ben, tu fais au mieux, tu essayes de garder les grands principes et de ne pas devenir trop religieux et dogmatique. C'est-à-dire les grands principes, qu'est-ce que c'est? C'est d'éviter au maximum pesticides, fongicides, antibiotiques. Donc à minima, tu prends des produits bio. Tu vas me dire, tu n'as pas d'argent pour ça? Ben, tu consommes moins, tu achètes moins, tu transformes plus à la maison, tu achètes moins de plats préparés. Il faut se débrouiller, on fait de la récup. Quand on va venir à Paris, là, avec le copain News, on a le projet d'aller faire de la récup dans les magasins caméra au point et de voir un petit peu ce que ça donne à la capitale, voir si on peut se nourrir dans les poubelles avec du bio. Est-ce que c'est possible? Vous montrer qu'on peut faire de la récup. On peut faire de la récup, créer des groupements d'achat, j'en sais rien, mais il faut se débrouiller. À minima, limiter l'exposition aux pesticides, fongicides, antibiotiques et ainsi de suite. Ensuite, alors la lumière varie beaucoup, hein. Il y a quelques nuages passagers là, dans le ciel catalan, je suis désolé. Ensuite, donc là, les grands principes, c'est ça. Deuxièmement, apporter des éléments nutritifs en quantité. Donc à ton enfant, le plus possible, lui apporter des fruits, des légumes crus, trouver des moyens de lui faire des salades qu'il aime, de l'impliquer dans la préparation des recettes. Je sais pas, trouver un moyen, mais il faut lui faire manger des fruits et des légumes en quantité pour apporter des éléments nutritifs à ton corps, lui apporter des produits qui sont vivants et non pas remplis de pesticides et de fongicides, et déjà tu vas lui faire beaucoup de bien. Ensuite, à côté de ça, s'il a 9 ans, il y a un truc que tu peux faire qui va te faire gagner beaucoup d'argent à côté de ça, c'est commencer à lui apprendre à jeûner. Tu vas me dire, un enfant, il ne faut pas le priver, mais c'est pas une question de le priver, c'est au contraire, c'est de lui faire gagner quelque chose, c'est-à-dire lui faire gagner une pratique de santé. Et vous pouvez instaurer familialement une journée de jeûne par semaine, par exemple. Et puis cette journée de jeûne, pour que ça plaise aux enfants, vous faites en sorte qu'ils s'alimentent moins d'alimentation par la commerce, comme ça, et puis ils se nourrissent beaucoup plus de relations. Ce jour-là, tu es complètement disponible pour tes enfants et tu te rends totalement disponible pour eux. Vous partagez des jeux, vous partagez des moments de câlins, de danse, de chant, de musique, que sais-je encore, de balade. Et ça en fait une journée fabuleuse et personne ne s'en rend compte, ou peu de gens. Ou en tout cas ils vont beaucoup moins manifester le fait qu'ils ne mangent pas. Et là comme ça vous faites des économies pour la famille, comme ça vous pouvez vous payer du bio et tout le monde est content. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour faciliter une alimentation régénérante à un enfant? Non. Il faudrait que j'aille voir mon amie là, Aurélie, pour lui poser la question. Tiens, je lui poserai la question un de ces jours pour lui demander un petit peu. Je sais qu'elle a plein de petites recettes. Mais moi, je vais te dire, hein, par expérience dans la famille, plus tu fais des recettes, plus c'est compliqué, plus c'est casse-gueule. Moi, j'ai arrêté de faire des recettes de cru avec les enfants parce que c'est catastrophique. Je passe des heures à faire des préparations et au final, une fois sur deux, ils n'en veulent pas, donc moi ça me met la pression, je suis pas content parce que je passé une demi-heure à leur faire leur recette. Donc moi la règle avec les enfants, c'est brut et simple, des fruits, des petites salades, des choses comme ça, des légumes cuits, des préparations maison. Quand on prépare, voilà, on a fait une galette des rois par exemple, la galette des rois, on a préparé notre frangipane en prenant des amandes qu'on a mixées, on a mis des œufs de nos poules, on a mis un petit peu de beurre, alors là qui n'était pas encore de nos vaches parce qu'on n'en a pas, mais enfin bon voilà, du beurre bio de qualité, et on a fait la pâte nous-mêmes avec des farines de blé ancien de qualité. D'ailleurs, je suis sur la paille, mais c'est de la paille de blé, c'est du rouge et du roussillon, hein, un blé ancien qui est cultivé par quelqu'un là par chez nous, qui a le courage de continuer à cultiver des variétés de blé qui n'intéressent que les paysans un petit peu marginaux, les paysans boulangers marginaux. Bon ben voilà, avec des farines de blé anciens, et puis voilà, on se débrouille. Ça demande du boulot, ça demande du taf. Par contre, si tu le fais avec les enfants, si tu le fais en famille, ça devient du plaisir, de la réjouissance. Donc voilà, j'ai pas d'astuce particulière, non. J'ai juste l'absolue nécessité, de voir que ces enfants-là, si sur le plan alimentaire, sur le plan des rythmes, sur le plan des relations, sur le plan du toucher, on ne prend pas particulièrement soin d'eux, ça va être une véritable catastrophe quand ils vont arriver à avoir 20 ans. Tu voudrais avoir mon avis sur la médecine à ventouse avec sang et avec saignée? Je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Alors, voilà, je suis désolé, je ne connais pas, je ne peux pas te répondre. Gwen Ferdinand. Alors je ne sais pas si c'est 2 personnes ou une personne, donc Gwen Ferdinand. Salut. Comment faire la différence? Salut à toi. Comment faire la différence entre une douleur normale et douleur de détox? Exemple, mal de sciatique ou autre qu'on a pu stopper il y a longtemps avec des médocs, si ça revient, c'est comme avant ou détox? Alors, en fait,
je vais te dire, pour répondre, vraiment, c'est une super question. Super. Toutes les questions sont super, mais la tienne, elle est super. Super. Alors, en fait, dans ta question, ce que j'entends, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la maladie ou quelque chose qui est de l'ordre de la détox? Si c'est de la détox, ça va. Si c'est de la maladie, ça va pas. En vérité, ça part de la conscience, de l'idée erronée, alors qui est véhiculée par notre culture en permanence, que le corps peut être malade, que le corps peut dysfonctionner, qu'il peut y avoir. Et en vérité, c'est faux. C'est faux. Le corps ne dysfonctionne jamais. Il fonctionne toujours parfaitement. Et donc, il ne peut rien d'autre avoir que alors tu vas dire de la détox, du nettoyage, des symptômes. Il ne peut rien d'autre avoir que des symptômes. Et ces symptômes sont le signe que ton corps cherche à s'adapter, cherche à faire avec la situation actuelle. Ce qui va déterminer si c'est un processus bénéfique ou un processus non bénéfique, c'est les circonstances dans lesquelles tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es en train de nuire à ton corps et de ne pas aller dans le sens du vivant, effectivement, cette adaptation, eh bien, elle va aller de pire en pire. Les douleurs, les symptômes qui sont liés à cette adaptation vont aller de pire en pire. Si par contre, tu es en train d'aller dans le sens du vivant, ben alors dis-toi que ça va aller de mieux en mieux. Mais globalement, j'essaie de me faire comprendre, c'est pas facile. Pas facile parce qu'on est tellement pris dans cette matrice qui veut nous faire croire que le corps peut être malade. Alors je sais que ça va faire surprendre, on va dire il est fou de dire qu'on ne peut pas être malade. C'est-à-dire la maladie dans le sens de processus négatif qui doit être stoppé n'existe pas. C'est faux. Tout ce qu'on a, c'est des symptômes, c'est des signaux qui nous indiquent que notre corps est en suradaptation. C'est-à-dire que il y a des sollicitations qui viennent de ci, de là, en permanence. Ben, le corps s'adapte. Et puis il y a un moment où la sollicitation est trop importante. Il ne peut plus gérer. Il y a trop de déchets, trop de catabolisme, trop d'épuisement, trop de je ne sais trop quoi. Et là, le corps, eh bien, il trouve des solutions. Et ces solutions, elles ont un coût. Et parfois, elles sont même douloureuses. Il y a la douleur qui accompagne. La douleur, elle est là pour te dire, attention, warning, ce que tu fais n'est pas adapté. C'est un signal en permanence. Alors tu vas me dire, mais alors attends, je suis en train de changer mon mode de vie et à nouveau, j'ai de la douleur. Ben, la douleur, elle est là pour te signaler que ton corps est en train de faire un processus et qu'il ne faut pas aller plus vite. Même en détox, il y a des gens qui disent « Ah mais quand tu détoxines, c'est normal d'avoir mal ». Non, c'est pas normal d'avoir mal. Dans l'absolu, si tu ne forces pas des nettoyages plus rapides que ce que ton corps peut endurer, normalement il ne devrait pas y avoir de douleur. Ça devrait être transparent, anodin. Alors après, souvent, surtout si on jeûne et des choses comme ça, le corps se lance, c'est pas grave, mais la douleur, elle veut déjà dire « Ok, stop, on est déjà aux limites ». On est déjà aux limites, toujours. Mais le corps n'est jamais malade. C'est compliqué à faire passer. Tu vois, j'ai encore du mal parce que moi aussi, je suis pris là-dedans. Le corps n'est jamais malade. Tu fais une fièvre, tu fais une inflammation, tu développes même une tumeur cancéreuse, ton corps ne dysfonctionne pas. Si on étudie finement à quoi correspond une tumeur cancéreuse, on en arrive à la conclusion que la tumeur cancéreuse, c'est le meilleur moyen qu'a le corps de mettre en quarantaine une partie de son organisme qu'il n'arrive plus à gérer. Parce qu'il y a trop d'accumulation de déchets. Et même là, c'est le meilleur mécanisme adaptatif pour éviter que cette zone toxique ne vienne contaminer les autres zones. Donc c'est de l'adaptation. Le problème, c'est que cette adaptation, des fois, elle a un coût tellement grand que ça peut nous conduire jusqu'à la mort. Mais ça reste de l'adaptation. C'est toujours de l'adaptation. En permanence, tant qu'on est vivant, on s'adapte. Toujours. C'est le propre du vivant. Et le propre du vivant s'adapte pour aller vers la meilleure santé, en permanence, pour tout le monde. Chaque fois que tu es malade, qu'est-ce que soit ce que tu manges, parce qu'il y en a qui me disent, si tu manges bien, tu détoxines, si tu manges mal, tu t'intoxiques. Oui, tu t'intoxiques, mais tu détoxines en même temps. Je veux dire, n'importe qui détoxifie pendant la nuit. T'as beau boire, je veux dire, heureusement que tous les organismes détoxifient. Simplement, le problème, c'est que si le gars, il a une charge toxique pendant la journée qui est grosse comme ça, son corps va pouvoir en détoxiner ça, alors que si toi, tu as une charge toxique qui est grande comme ça, ça va être anodin. C'est-à-dire que ce qui est rentré ressort. Voir si la charge toxique est comme ça et que la capacité de détoxification du corps est comme ça, tu vas pouvoir commencer à taper dans les vieux stocks. Mais en permanence, le corps se nettoie. En permanence, le corps va vers le mieux. En permanence. Il n'y a pas de processus dans le corps qui soit un processus négatif d'une certaine manière. Il fait ce qu'il peut avec les ressources qu'il a dans le contexte qu'il a. En permanence. J'espère que ça répond à ta question.
mal sciatique ou autre que l'on a pu stopper il y a longtemps avec des médocs. Je veux dire, si tu as une douleur au niveau du nerf sciatique, c'est qu'il y a une inflammation. Hein. S'il y a une inflammation, c'est qu'il y a trop de produits acides circulants. Alors, ces produits acides circulants, ils peuvent venir effectivement de ce que tu as vécu ces derniers jours, ce que tu as mangé, les émotions, et ainsi de suite, ou ils peuvent venir de la remise en circulation. Mais dans tous les cas, ça correspond, cette irritation du nerf sciatique te dit qu'il y a une circulation d'acide, qu'il y a des produits acides qui sont en circulation dans ton corps et qu'il va falloir laisser le temps qu'ils puissent être éliminés. Il va falloir y revenir, hein. C'est pas facile hein, comme notion. J'espère que j'ai été clair, mais on va y revenir. Je te dis qu'on va y revenir parce que on va dire ça fait 7 ans maintenant quasiment hein, que j'ai commencé les vidéos. Et au bout de 7 ans, je commence vraiment à toucher du doigt la supercherie. Et je vous remercie, il y a eu des gens fondamentaux sur ce trajet, je ne vais pas tous les citer, mais je pense que le dernier qui a mis un vrai coup là-dessus, et j'ai une grande gratitude pour ça, c'est mon ami Pierre Etchard, hein, qui m'a vraiment posé les bonnes questions et qui m'a mis au challenge sur certains domaines, et qui m'a vraiment fait tomber cette idée qu'il pouvait y avoir des dysfonctions et des maladies dans le corps. Il y a des adaptations. Il y a des adaptations et ces adaptations peuvent être parfois douloureuses, mais ça reste de l'adaptation. Ça reste en permanence de l'adaptation. Il faut vraiment se dire que le vivant va toujours dans le sens du vivant, en permanence. Donc tout ce que vous voyez actuellement va dans le sens du vivant. Tu as mal, tu as un truc qui se passe dans ton corps qui ne te convient pas, ok, mais ça va dans le sens du vivant. Alors comme il peut, et parfois c'est pas comme tu voudrais, mais peu importe, parce que c'est le vivant qui prime. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Roseline, qui me pose une question. Bonjour, j'aurais une question par rapport au jus vert de détoxification. J'ai remarqué votre vidéo très riche en informations et j'aimerais savoir sur combien de temps il faut le prendre. Merci à vous. Alors, Roseline, on vient d'une culture dans laquelle on a des posologies, on a des produits qu'il faut prendre pendant un certain temps pour répondre à telle ou telle finalité. Un jus vert, pour moi, c'est un aliment. Un aliment, on s'alimente tous les jours. On se nourrit tous les jours, mais on s'alimente tous les jours. On peut sauter quelques repas, ça ne peut pas faire mal. Donc tu peux sauter quelques jours avec les jus verts. Mais pour moi, les jus de légumes, par exemple, sont un aliment qui... C'est pas des cures, c'est pas des traitements. Ce sont des modes de vie, globalement. Donc il n'y a pas... Vous savez... Je sais que Pierre Dufresne, là, qui gère le Facebook, me dit, et il est super cool, comme vous verrez, il est gentil comme tout. Très beau gars d'ailleurs, hein. Je vous dis comme ça, mais très très beau gars. En plus, naturopathe, tout ça, qui commence à percer dans le Régénère. Hein. Je ne peux pas dire, je vais vous montrer une photo de ces jours. Bon, enfin, blague à part, Pierre est très très gentil, très très doux. C'est vraiment un gars super doux. Et franchement, souvent, il me dit, mais je reçois des dizaines et des dizaines de questions de quel jus faut-il pour résoudre les problèmes de ceci, quel jus faut-il pour résoudre le problème de ça. Et lui-même me dit, il y a un problème, c'est que déjà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à résoudre. On te demande, je voudrais un jus pour résoudre l'arthrose. L'arthrose correspond encore à un mécanisme adaptatif du corps. Donc il n'y a pas à résoudre un problème, il y a à nourrir le corps de manière à ce que le fonctionnement du corps puisse être à son optimum et qu'il soit asymptomatique. Mais c'est nourrir le corps. Donc il n'y a pas de jus particulier. Hein. Je sais que Norman Walker a fait tout un bouquin, mais sérieusement, je vais te poser une question. Enfin, je te pose une question ou je vous pose une question. Combien d'entre vous a vraiment respecté le bouquin de Norman Walker ? Vous pouvez lever le doigt là, devant votre écran. Non mais dites-moi. Ou, je veux dire, vraiment respecter, mais plus qu'un jour ou deux. Non, parce que moi je l'ai pris son bouquin, alors il faut 2 centilitres de jus d'endive, 3 centilitres de jus de betterave, c'est le truc, tu te dis, oh, j'ai mis une goutte à côté, tu sais, on croirait qu'on fait l'alchimiste, quoi, tu sais, t'es plic, mais c'est infernal comme truc, c'est infernal. Faut juste être humain pour inventer un truc aussi délirant. J'aime beaucoup Norman Walker, mais son bouquin a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi, avec l'idée qu'il faut des recettes extrêmement spécifiques à certains types de pathologies. Ça n'existe pas, c'est bidon total. Ce qu'il faut, c'est apporter à son corps, durant chaque jour, le maximum de nourriture. L'alimentation n'étant qu'une partie de notre nourriture, il faut lui apporter un maximum de nourriture. Et cette nourriture, il faut qu'elle soit de qualité, diversifiée, riche. Mais la nourriture, ça va au-delà de l'alimentation. Donc, combien de temps faut-il prendre un jus ? Il faut se nourrir, s'alimenter au quotidien avec les meilleurs aliments, et les jus y participent. Mais il faut varier aussi.
Donc ce jus de détoxification, change-le. Change-le. Un jour ce jus-là, un jour sur l'autre, et puis varier les aliments, varier les produits. Et avec ça, il y a des grandes chances que ton corps trouve les matériaux qui vont être adaptés pour qu'il puisse se nourrir profondément. Voilà la meilleure réponse que je pourrais donner. Et j'espère que ça conviendra. Alors je vais voir, est-ce qu'il va me faire une petite coupure là? On est à 29. Si ça coupe, je reprends. Tonin. Pourquoi est-ce que les cartilages s'épaississent avec l'âge? Ça rime effectivement. Nez, oreille. Punaise, je vais finir avec un pif énorme. Est-ce que ça va couper? Si elle est sympa, la caméra elle va couper. Pourquoi est-ce que les cartilages s'épaississent avec l'âge? J'en sais rien en fait. Je sais pas. J'y ai jamais réfléchi. T'as vu? J'ai été sauvé par le gong. Pourquoi est-ce que les cartilages s'épaississent avec l'âge? Je ne sais pas. Non, laisse-la venir, c'est pas grave. J'ai presque fini la vidéo. Regardez. Non, elle va rester avec moi. Viens ma belle. Allez ma belle, j'ai une invitée. C'est Pépite. Viens Pépito là. Un de ces jours, on fera une vidéo sur la nutrition des chiens. Comme ça, tu diras, toi, à quel point tu aimes la nutrition ici. Allez, Pépite, j'ai terminé les questions. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi les cartilages s'épaississent avec l'âge. Armel, docteur Willem et les glucides. Bonjour, Jean-Pierre Willem dit qu'il ne faut pas ingérer de glucides avant 13 heures en raison d'une réaction chimique délétère. Selon lui, le sucre bloque l'action du tryptophane qui bloque à son tour la sérotonine dont il est le précurseur qui impacte la mélatonine et la leptine par réaction en chaîne. Qu'en pensez-vous Pierre et Thierry? Attends, je vais voir si Pierre il m'a mis quelque chose pour essayer. Il ne faut pas ingérer de glucides avant 13 heures. Moi je dis déjà si tu peux ne pas manger avant 13 heures c'est plutôt pas mal. Comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de glucides. Reste tranquille toi, belle. Il n'y a pas de glucides, il n'y a rien du tout. Le sucre bloque l'action du tryptophane qui bloque à son tour la sérotonine dont il est précurseur qui impacte la mélatonine et la leptine par réaction en chaîne. Moi je vais te dire, il y a énormément de gens qui mangent du sucre le matin et qui n'ont aucun problème. Donc déjà ça invalide un petit peu cette approche-là. Sérieux, je ne connais pas le docteur Willem, donc j'ai strictement rien contre lui. Je pense qu'il apporte certainement beaucoup de bonnes choses. Mais je veux dire là c'est complètement capillotracté comme explication. Je veux dire, l'un des plus gros travers de l'esprit humain, c'est de croire qu'il a compris quelque chose. Et donc on bâtit des très très grandes théories en disant tel truc est le précurseur de tel truc qui donne tel truc. Sérieux, c'est bidon. C'est juste complètement bidon. Tu vas avoir 36 exemples de personnes qui vont avoir une production de sérotonine complètement normale et qui vont manger des tas de fruits le matin, donc ça invalide l'approche. De toute façon, c'est toujours pareil. Le terrain. Je dis ça parce que c'est ce que Pierre m'avait mis en petite note. Le terrain. Le terrain. Ce qui veut dire par là, Pierre, je ne sais pas, il faut que je lui demande. Mais moi, ce que je vais te dire par là, c'est, sérieusement, on a tendance à faire des règles de plus en plus compliquées basées sur la débilité de nos organismes. Ah, tu vas dire, oula, il est en train de partir en vrille. La débilité de notre organisme. Oui, la débilité au sens propre du terme. Un organisme débile, c'est un organisme faible. Donc en ce moment, on est en train de faire des régimes extrêmement compliqués, avec beaucoup, non ne pique pas mes feuilles, avec beaucoup d'exclusion de produits, c'est-à-dire par exemple, des régimes, on est allergique à tel produit, puis il faut faire gaffe aux glucides avant 13 heures et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est parce qu'on a des organismes qui sont épuisés. Je te dire, et avant, les gens, ils se faisaient des petits déjeuners à 6 heures du matin avec des grosses tranches de pain, ce qui sont des sucres complexes. Les mecs, ils se posaient pas de problème, ils n'avaient pas de problème de sérotonine. On a des organismes qui sont de plus en plus faibles, de plus en plus fatigués, de plus en plus débiles. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des tas de théories et de systèmes pour s'adapter à notre débilité. Pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est toujours la même chose. Renforcer le terrain, 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 renforcer le terrain. Puis en plus, ça marche pas. Je veux dire, techniquement, je connais des tas de gens qui mangent du sucre le matin et qui n'ont aucun problème. Donc je pense que
je pense que c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale, c'est faux même. Daniel nous demande « Bonjour, bonne et heureuse année. Bonjour Daniel. Je ne déjeune pas le matin et le midi quand je suis à la maison. Je peux me passer de manger. Je bois des jus de temps en temps. Est-ce grave si je ne mange pas tous les repas ?» Ouais, je vais te dire. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui vont sourire avec cette question, mais à quoi ça sert de manger? Ah, Pépite, à quoi ça sert de manger? Pépite, globalement, elle ne mange pas tant qu'elle n'a pas faim. Ça, c'est énorme. Hein. Ça, c'est de la révélation. Il a fallu que j'attende d'avoir un chien pour... Pépite mange quand elle a faim. Les animaux mangent quand ils ont faim. Quel est le but de l'alimentation? C'est de nous nourrir quand on a faim. C'est-à-dire qu'il y a un signal normal qui est envoyé au corps quand les réserves de sucre dans le sang commencent à chuter, que le corps a déséquestré ses réserves de glycogène. Il lui dit, bon ben là, il va falloir ramener un petit peu de sucre, de graisse et ainsi de suite pour que ça puisse fonctionner. Donc, je vais te dire, c'est simplement, si tu ne manges pas parce que tu n'as pas faim, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, le but de l'alimentation, c'est de te permettre de maintenir un poids corporel, d'avoir une énergie pour accomplir ce que tu dois accomplir dans ta vie au quotidien, au jour le jour. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et si tu peux avoir la chance de mettre ton organisme au repos et d'être bien avec ça, profite-en. Il y a des gens qui sont très bien avec un seul repas par jour. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ça dépend des métabolismes, ça dépend. C'est pour ça aussi que c'est marrant, parce qu'il y a des gens aussi qui t'arrivent, qui te disent, voilà, il faut faire un repas par jour. Non, moi je dirais, ça vaut le coup d'essayer de faire un repas par jour. Mais il y a des organismes pour lesquels ça ne passe pas du tout. Arrêtons avec les recettes, définitivement. Et passons enfin au règne du ressenti. Je veux dire, comment ça se passe au niveau du ressenti? Si pour toi ton ressenti est bon, c'est bon. Alors, une question de... Alors, je ne sais pas si j'écorche ton nom ou pas. Omd Inon. Bonjour, c'est avec plaisir que j'ai découvert Régénère sur YouTube. Bonne année à cette équipe dynamique. Dynamique, tu ne vois que moi, les autres, ils se la coulent douce. Hein. Et non. Voilà, dans mon cas, je suis dans l'attente d'un diagnostic d'ordre auto-immune. En fait, les médecins sont paumés. Sclérose en plaques, lupus érythémateux, ils cherchent. Je dois passer un IRM prochainement. Je vis avec mes maux au quotidien sans traitement encore. L'acceptation m'a aidé et je suis contre tous ces médicaments et autres donnés à tort et à travers. J'aimerais savoir si vous avez des astuces contre les... Alors, ça part un peu dans toutes les directions pour moi. J'aimerais savoir si vous avez des astuces contre les insomnies, certainement liées à mes troubles. J'ai tout essayé, plantes, yoga, je suis preneuse de toutes les suggestions, car sans sommeil, c'est l'état général qui trinque. Merci à vous. J'ai du mal à cerner ta question. J'ai du mal à cerner ta question. Il faudra peut-être que tu la reposes. Hein. Des astuces contre les insomnies. Ça aussi... Système Internet, des astuces contre l'insomnie. L'insomnie est un symptôme qui peut avoir des causes multiples et variées, parfois certaines extrêmement profondes. Donc, il ne s'agit pas d'astuces. On n'est pas dans le domaine de l'astuce. Il y a effectivement des plantes calmantes, des plantes sédatives, des plantes somnifères, des massages, des huiles essentielles qui vont te calmer et tout. Ça, j'imagine que tu as tout essayé. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que si une personne ne dort pas, c'est que son organisme ne peut pas se mettre au repos. Et s'il ne se met pas au repos, c'est parce qu'il y a du travail à faire en permanence. Et s'il y a du travail à faire en permanence, on parle la plupart du temps d'état inflammatoire généralisé. Si en plus, tu as une suspicion de maladie auto-immune, qui dit maladie auto-immune, alors là, il faudrait regarder les vidéos que j'ai fait sur la maladie auto-immune, mais qui dit maladie auto-immune, il y a Pépite qui est en train de manger vos questions. Je vous le signale. Hein. C'est comestible, mais... Ça, c'est les anciennes questions. Moi, je suis sûr de ne pas y revenir. Les attaques auto-immunes, si attaque auto-immune, ça veut dire qu'il y a la muqueuse intestinale à minima qui est affaiblie, donc il y a un état inflammatoire au niveau intestinal. Enfin, c'est un tout. C'est un tout. Donc oui, les insomnies sont certainement liées à tes troubles. Moi, je dirais, dans un premier temps, s'il y a une attaque auto-immune, s'il y a ce qu'on appelle une attaque auto-immune, il faut reprendre les bases, les fondamentaux, c'est-à-dire recommencer à alimenter le corps de manière adéquate, lui donner des temps de repos suffisants et petit à petit rebâtir un état de santé, parce que là c'est tout l'état de santé qui est touché. C'est très dur, tu vois, quand tu te retrouves confronté à quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Bonjour, question de Benoît. Voilà, j'espère, il faudra que tu nous précises ta question si tu veux qu'on fasse mieux que ça. Benoît, il y a combien de questions? Je regarde. Hein. Ouais, bon, on va essayer de tous faire là, on se fait une... Ouais. Allez, jusqu'à la prochaine coupure d'une demi-heure là, on se fera 1h30 mais quick.
Benoît, lymphe et cancer. Bonjour, j'ai une hermie herboriste qui m'a dit qu'en cas de cancer, elle évitait de stimuler la circulation lymphatique car les cellules cancéreuses pourraient contaminer les cellules saines. Si je comprends bien, c'est un peu comme avec des zombies. C'est le retour des zombies. Dans ma compréhension du système lymphatique, on aurait tout intérêt à répartir les cellules problématiques entre les différents ganglions. Quel est ton point de vue? Pépite, arrête ça, mon grande. Quel est ton point de vue? Évidemment, je veux dire, il n'y a pas de santé sans circulation lymphatique adéquate. Je veux dire, le système lymphatique est un système qui recueille les déchets du corps et qui les traite via les ganglions lymphatiques. Le système lymphatique n'a pas de mouvement par lui-même. C'est-à-dire que la circulation dans le système lymphatique est stimulée par le mouvement du corps. Il est stimulé aussi par l'astringence qu'on va trouver dans les plantes, dans le plantain par exemple. Dans la plupart des fruits aussi, tu vas trouver de l'astringence qui se lèche la bouche, là, comme ça. Je vais parler comme gros mini. J'aime bien me faire gros mini comme ça. Mais ça se sèche la bouche. Et cette astringence-là, elle va faire circuler le système, les fluides du corps et en particulier la lymphe. Donc, les cellules cancéreuses pourraient contaminer les cellules saines. C'est une très mauvaise compréhension, là encore, d'après moi, de ce que c'est qu'une cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule remplie de déchets. Une cellule remplie de déchets, tu as tout intérêt à faire en sorte qu'elle puisse épurer ces déchets. Donc effectivement, répartir la charge sur les autres ganglions lymphatiques me paraît de loin la meilleure attitude. Ah non, pas le fil. Alors, Marguerite qui me demande « Bonjour Thierry, peut-on en savoir plus sur les maisons de régénération ?» C'est moi qui vais me régénérer. Comment te contacter si on est intéressé par le projet? Vous saurez tout dès qu'on aura fait tourner la version bêta des maisons de régénération dans les mois qui viennent. Quand on aura un modèle qui tient la route, alors à ce moment-là, on va faire une grande réunion publique et tous ceux qui sont intéressés. Mais d'abord, on doit élaborer un modèle et ce modèle, on va l'élaborer en faisant tourner et ça va démarrer. Là, au début février, je vais me former à Paris aussi pour ça. C'est en cours, c'est en cours. L'année 2018, ce sera l'année des maisons de régénération. Je vais vous tenir au courant. Alors, question de Mathieu. Est-il altruiste de donner son sang ou est-ce délétère pour le donneur comme pour le receveur? Non, je t'appelle pas à toi. Je t'appelle pas à toi. Est-il altruiste de donner son sang ou est-ce délétère pour le donneur comme pour le receveur? Alors, le problème c'est, pour répondre à une question comme ça, il faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce que c'est que le sang et qu'est-ce que sont que les groupes sanguins. Parce qu'en fait, on te dit tu peux donner ton sang à une personne si tu as le même groupe sanguin qu'elle. Qu'est-ce qui permet de déterminer que deux personnes ont le même groupe sanguin? C'est l'analyse de quelques critères. Parce qu'on prend quelques critères, mais toujours pareil, j'ai déjà donné cette explication. Si tu prends un groupe humain, si tu mets ensemble les personnes qui sont du même sexe, donc tu prends un critère, le sexe, puis que là-dedans, tu mets ensemble les personnes qui ont les cheveux de la même couleur, noir, blond ou gris. Bon, tu as un deuxième critère, puis si ensuite tu fais la taille, tu as un troisième critère, puis tu as un quatrième critère, enfin tu peux mettre 10, 20, 30 critères. Au final, quand tu auras utilisé ces 30 critères, eh bien, elle est toute jeune, donc quand tu auras ces 30 critères, eh bien, il n'empêche que si tu as deux individus qui sont dans le même groupe, ils ne seront pas similaires. Mais là, c'est exactement la même chose. Deux personnes n'ont le même sang qu'un autre. Le sang est une signature individuelle, propre. Je dirais même que... Arrête Pépite, arrête ma grande. Je dirais même que le sang comporte beaucoup plus que les éléments figurés qu'on peut y trouver. Il y a un livre dont j'ai perdu le nom, qui est excellent sur le sang. Si je le retrouve, je vous le mets dans la description. Vous essayez de scroller là, comme on dit, dans la description. Et vous trouverez... je ne me souviens pas. Ça ne vient pas. Mais donc... je pense à titre personnel que le sang est une signature individuelle. D'ailleurs, c'est toujours pareil, quand on fait une transfusion de sang, il y a toujours une réaction du corps. Il y a toujours une réaction du corps qui se défend donc contre quoi? Contre un élément étranger. Normalement, si tu buvais le sang, on se l'a fait version vampire, eh bien, le corps prendrait dans ce sang les éléments qui lui sont propres, qui sont adaptés. Là, le truc, c'est qu'on balance. Quand on fait une transfusion sanguine, on outrepasse les mécanismes de protection du corps. On passe directement à l'intérieur. Donc, ce faisant, le corps ne peut pas se défendre. Et le seul moyen qu'il a, c'est d'avoir une réaction. Et souvent, il y a une réaction. Si tu mesures après une transfusion sanguine, il peut y avoir une élévation de température, il peut y avoir une hyperthermie, une hyperleucocytose. Donc, une production de globules blancs, on va trouver plus de globules blancs au niveau du sang, une leucocytose. Et donc, ça indique juste que le corps se défend, parce que effectivement, il n'y a qu'une... Si tu veux, ton sang
il t'est unique. Et selon ce que je comprends, il est produit par ta moelle osseuse et il a une formule qui t'est propre. Si tu amènes un sang de l'extérieur, le corps va devoir s'adapter, ça lui demande un effort. On peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire stimuler la moelle osseuse pour qu'elle produise elle-même du sang. Et par exemple, quand on fait des transfusions de plasma de Quinton, pour le coup, on apporte tous les éléments minéraux pour que la moelle osseuse puisse fabriquer du sang, des globules rouges, des plaquettes, et que dans ton sang, on retrouve la signature individuelle. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il soit altruiste de donner son sang, surtout que, faut bien être clair, le sang, pour le stabiliser, pour le transporter, c'est extrêmement coûteux et extrêmement complexe. L'eau de mer, le plasma de Quinton est beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à conserver, à transporter, à utiliser. Donc il n'y a aucune raison, si ce n'est des raisons financières, d'organiser ces campagnes de vampirisme généralisé. Donc personnellement, je ne donne pas mon sang. Il ne faut pas essayer dans la rue, si tu me rencontres, d'essayer de me persuader que c'est un geste civique et citoyen de donner son sang, parce que je vais te dire ce que j'en pense. Tu vois, je pense qu'on a des tas d'autres moyens. Je pense qu'on a des tas d'autres moyens qui sont bien plus intéressants. Alors, Pierre me met beaucoup de questions concernant quoi manger quand on est enceinte, allaitante, quel jus. Alors, quel jus, on va toujours répondre de la même manière, tous les jus, et au contraire, quand vous êtes allaitante, balancez un maximum de jus différents pour que votre petit soit confronté à un maximum de nutriments, une palette la plus large possible. Arrête-toi, il faudrait que j'ai un bâton, là, un truc comme ça. Tiens, Pépitoune, tiens, regarde. Allez, tiens le bâton. On va jouer 2 minutes avec. Donc au maximum. Quand tu es enceinte, allaitante, quoi manger? Déjà, commencer par une alimentation qui contient le moins de substances toxiques pour le corps, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de fongicides. À minima, vous utilisez une alimentation biologique au maximum, le plus que vous pouvez, locale, fraîche, remplie de nutriments, remplie de vitalité, remplie de bactéries et ainsi de suite. Donc ça c'est... Attendez, ça clignote, il y a un problème? Non, je ne sais pas. Toute la batterie qui est en train de lâcher. Si ça coupe, je vous dis au revoir et puis on reprend avec la prochaine vidéo. C'est nouveau matériel, donc c'est un peu chaotique. Donc à minima, une alimentation qui soit la plus riche possible, ça c'est clair, la plus riche en nutriments. Comme on l'a défini tout à l'heure, si tu regardes le début de la vidéo, une alimentation la plus riche en nutrition. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton petit. Oh, ça continue à enregistrer, c'est bon, je ne sais pas pourquoi ça clignotait. Voilà. Mais si on a le temps, c'est une question de temps, il y a tellement à faire. Et il n'y en a pas d'autres qui veulent se mettre à faire des vidéos, quoi. Sérieusement, des femmes qui pourraient nous faire des vidéos sur le côté allaitement et tout, des vidéos un peu hygiénistes, pas idéologisées, pas religieuses, ça serait vraiment intéressant, sérieux, parce que moi je peux pas tout faire, surtout avec un chien dans les pattes. Question sur le pain. Il y a quelques vidéos de ça, vous aviez confié qu'un ami vous avait reconvaincu que le pain dans certaines conditions pouvait être plutôt bon à consommer. Oui, en tout cas, non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que si on fait du pain avec des farines anciennes et ainsi de suite, effectivement, je pense que nombre des problèmes qu'on voit à notre époque, mais qui sont liés aussi à la faiblesse des organismes, n'apparaissent plus. De ce fait, vous deviez vous y remettre. Ouais, ce printemps, je pense que je vais m'y remettre, et c'est avec plaisir, puisque dans votre vie, vous avez eu beaucoup de plaisir à faire du pain. Vous aviez rajouté dans cette vidéo que les farines devaient être aussi travaillées comme il faut, mais sans précision. J'ai pensé que vous parliez des farines utilisées hors pain. Qu'en est-il aujourd'hui? Pouvez-vous nous en dire plus? Je vous encourage ainsi que l'association assure un artisan, Nicolas Suppiot. Je connais Nicolas Suppiot, je suis passé chez lui, il a fait partie des personnes qui m'ont formé. Dont l'approche du pain vous parlera, et tout à fait, ça fait partie des très grands du pain en France. Alors, est-ce que je peux t'en dire plus? Je vais te donner un nom, d'accord? Et si tu veux aller creuser, tu creuses avec ce nom et tu verras, tu comprendras de toi-même, parce que c'est très spécifique, on ne va pas aborder ça dans les vidéos. Astrier, A-S-T-R-I-E-R, moulin Astrier. Tu tapes ça sur internet, tu vas commencer à creuser, tu vas comprendre tout ce qui se passe par rapport au grain, au fait de le moudre et ainsi de suite, au péricarpe, comment il peut être usé. Astrier, moulin Astrier. Et quand je te dis ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment l'expérimentation. C'est comment est-ce que j'ai découvert moi les moulins Astrier? C'est que j'étais boulanger et j'étais boulanger itinérant. Donc en fait, je prenais ma farine dans chaque fois que je passais dans une région, je prenais régulièrement ma farine chez les meuniers. Et puis bon, il y a dû y avoir une première fois où je me suis dit, ouais, la farine elle était pas mal. Hein. Puis en discutant avec le gars, il me dit, oh tiens, j'ai tel moulin. Il me dit, c'est un moulin Astrier, d'accord, ok.
Puis une autre fois, je repanifie, je travaille ma farine, je ressens. Parce que quand on fait du pain, il y a vraiment une question de ressenti qui est très profond avec tes pâtes, tes levains. Quand tu travailles, non pas avec des levures exogènes, hein, vraiment quand tu travailles avec les levures endogènes, hein, quand tu fais des vrais levains, pétris à la main et tout, tu la sens ta pâte, tu vis avec elle, c'est vraiment un rapport très sensitif. Et il y a une deuxième fois où j'ai dû me dire, waouh, cette pâte-là, elle est particulière. Puis mon pain, la qualité et tout, la digestibilité et tout. Puis là, le mec m'a dit aussi, c'est un moulin à strier. Puis à force, à un moment, j'en suis arrivé à me dire, moi, je veux plus que des farines de moulin à strier. Puis un jour, j'ai voulu comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Victoria, bonjour Thierry, bravo pour ton travail. J'espère pour toi et ta famille une très bonne année 2018. Après 3 mois que je suis tes conseils, je me sens un peu mieux. Je suis une personne fatiguée, déminéralisée et toxique. Que me conseilles-tu en premier? Me reposer, me reminéraliser ou me détoxifier? Alors, déjà je vais te dire. Jusqu'à présent, je fais un peu les 3 en même temps. Alors, première des choses, il faut se départir de l'idée que nous faisons quoi que ce soit. Tu ne te détoxifies pas. C'est-à-dire, Victoria, avec toute l'empathie que je peux avoir pour toi, tu es incapable de me dire comment ça se passe pour détoxifier dans ton corps. Mais parce que moi aussi, hein, on est incapable de le savoir. Nous ne nous détoxifions pas. Nous pouvons au maximum donner au corps les bonnes conditions pour qu'il puisse se détoxifier. Que me conseilles-tu de faire en premier? Donc, quand tu te reposes, tu te détoxifies. Quand tu te reposes, quand tu es au repos, hein, tu es gouverné principalement par une branche du système nerveux qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Et donc, cette branche du système nerveux fait que ton corps, quand tu te reposes, ton corps se nettoie. Repos égale nettoyage, repos égale nettoyage, repos égale nettoyage et détoxification. Reminéralisation, ben ça dépend de ce que tu vas ingérer. Tu peux très bien faire les deux. Tu te reposes, tu te détoxifies et tu te reminéralises en prenant des aliments qui sont chargés de minéraux. Je ne vois pas d'ambiguïté entre toutes. Je mange principalement des fruits et des légumes crus, jeûne intermittent, lavement régulier, arrêter tout produit chimique. J'ai fait un jeûne de 5 jours et j'ai perdu 8 kilos. Pour le moment, je teste la déshydratation maison, j'ai arrêté la pilule. Comme tu le vois, j'ai fait beaucoup de réformes et je compte en faire davantage. Mes problèmes de santé sont maladie de Verneuil, elle s'est empirée depuis que j'ai commencé, alopécie androgénique, syndrome du côlon irritable, syndrome de Raynaud, allergie au soleil, j'ai tout le temps froid, je suis un bon cas d'expérimentation pour ton modèle d'hygiène de vie, merci pour tes conseils. Alors tu vois là, un petit truc en moi, en lisant ce que tu m'écris, me fait me dire, je me demande, enfin je veux dire, globalement, tu as certainement un profil de personne fatiguée, épuisée. D'ailleurs, tu le disais au début. Et là, t'as envoyé la cavalerie. T'as envoyé la cavalerie avec tout à la fois, des jeûnes, des lavements, un régime quand même extrêmement fruits et légumes. Donc là, tu es vraiment un régime extrêmement exclusif d'une certaine manière. Donc, il me semble, si j'avais un conseil à te donner comme ça, au pif, hein, au nez, hein, d'après moi, tu y vas trop fort, trop rapide et pas assez à l'écoute de ton ressenti et de tes besoins. Par exemple, pour moi, pour les personnes fatiguées, tu vois, quand tu dis fruits et légumes, je crains par exemple qu'il n'y ait pas assez de matière grasse dans ton alimentation. C'est assez fréquent hein, quand on consomme que des fruits et des légumes, parce qu'on ne pense pas aux fruits gras, pas assez en suffisance. Je te dirais, si j'ai un conseil à te donner, tu vois, tu as fait un jeûne de 5 jours et tu as perdu 8 kilos. Donc là, c'est que ton organisme, au niveau capacité adaptative, parce que sinon, non, je t'appelais pas. Je t'appelais pas, Pépite. Tout va bien. T'inquiète pas, j'ai fini. Si tu as une bonne capacité adaptative, tu ne perds pas beaucoup de poids en jeûnant. Syndrome de Raynaud, donc défaut de circulation. Moi, si j'ai un conseil à te donner, en plus tu me dis, voilà, tu as commencé il y a 3 mois et tu ne vois pas beaucoup d'amélioration, peut-être que tu vas trop fort. Beaucoup trop fort. Commence par te reposer, par prendre le soleil, par mettre en pratique cette loi de l'hormèse. Au niveau alimentaire, réforme ton alimentation pour apporter plus de nutrition, en sachant que des minéraux, il y en a dans les fruits, il y en a dans les légumes, il y en a aussi dans les matières grasses, il y en a aussi dans les produits animaux s'ils sont de qualité. Il faut fonctionner de manière non religieuse et non dogmatique. Il y a des minéraux, si les produits ont poussé sur des terrains qui étaient vivants, chargés de minéraux et vivants. Donc c'est tout ça qui est à mettre en condition, mais tu es d'abord fatigué, épuisé. Repose-toi et ne te mets pas au challenge trop rapidement. Ne mets pas la barre trop haut, ne va pas trop vite, n'allez pas trop vite. Hein, et surtout, fonctionnez au ressenti. Voilà. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé. Bon, il y en a d'autres derrière. Oh ben, on se fera une petite spéciale. J'en avais relevé quelques-unes d'autres. On se fait une petite spéciale rapidement. Je vous remercie pour ce temps partagé. Pépite, ouais. Tu veux une petite feuille? Ah, regarde. On avait une petite feuille.
Les chiens, ils ont la vie belle quand même. Ils courent après les feuilles. Tiens, Pépite. Voilà. Ils courent après les boules de papier. C'est quand même le pire, hein, en pleine montagne. Et ils sont bien nourris. Ça aussi, hein, les chiens, quand tu vois que les animaux de compagnie maintenant commencent à développer des cancers, des tumeurs en veux-tu en voilà, des maladies neurodégénératives, hein, c'est normal, on leur donne des conditions de vie, ils ne sont pas dehors, ils ne vivent pas au grand air, ils mangent absolument n'importe quoi. Quand tu vois les croquettes pour chiens, même en bio, c'est une catastrophe. Quand tu vois les croquettes pour chiens, c'est n'importe quoi. On fait bouffer des céréales à des chiens qui ne sont pas des mangeurs de céréales. Donc déjà, c'est déjà n'importe quoi à la base. Un chien, ça mange des fruits, des légumes crus, ça aime beaucoup les fruits et les légumes, énormément. Aime beaucoup la noix de coco, qu'elle arrive à nous en piquer une. Ça mange des os charnus, enfin voilà. Et vous allez voir, hein, d'ailleurs, la plupart des gens qui ont des problèmes de santé avec leurs chiens, s'ils adoptent des régimes comme on appelle par exemple le BARF, hein, B-A-R-F, Biological Adapted Raw Food pour les chiens, mais même sans aller jusqu'au BARF, hein, un régime qui est fait de fruits, de légumes, de viande, de produits non transformés, qui sont le moins pollués possible, ils vont voir l'état de santé de leur chien, que leur chien il va dehors, qui leur font de temps en temps un petit jour de jeûne, parce que les chiens tolèrent très bien le jeûne. Vous allez voir l'état de santé de votre chien, c'est juste assez impressionnant. Puis que le chien il serve à quelque chose aussi, hein, qu'il se balade, qu'il ait une fonction, hein, c'est important. Sinon, par exemple, il s'occupe de garder les animaux. Elle ne le sait pas encore, elle a la belle vie, mais c'est un chien de berger, donc il va falloir qu'elle travaille. Voilà, on reprend les vidéos, on reprend les questions tout bientôt. On va enchaîner aussi avec la série de vidéos sur les antibiotiques et sur les vaccins. Je vous remercie énormément de votre écoute. Ça a été un peu chaotique cette vidéo, matériel encore à prendre en main, je suis désolé, je vous prie de m'excuser. Normalement le son il a été réglé, donc là on était bon. Je vous souhaite une très belle journée, sincèrement, vraiment, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère surtout que vous trouvez dans ces vidéos matière à vraiment questionner votre mode de vie. Et ne jamais cesser de demander à la vie qu'elle vous donne ce qui vous est promis. Vous êtes vivant. On te dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est vrai. Hein. Vous êtes vivant et parce que vous êtes vivant, vous avez droit à expérimenter la plénitude du vivant. Et pour ça, il faut faire les bons choix. Arrêtez d'empêcher le vivant. Je vous souhaite une bonne régénération et on se retrouve tout bientôt. Bonne journée. Allez Pépite, c'est terminé. Pouvoir jouer.